Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Monique Quentin qui vient nous parler de la ligne Jeux, aide et références. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de la pyromanie. On recevra en deuxième demi d'émission Ève Cardinal qui vient pour sa part nous parler de survivre au suicide d'un proche. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Laurent Lamarca et la chanson s'intitule Le vol des cygnes. Bienvenue à Folie douce. Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des cygnes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des cygnes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des cygnes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu tendresse, manquer tant à notre estime, on suit le vol des cygnes. Hey! Le vol des cygnes. Enjamber l'océan, enlever les gants pour embrasser d'autres cygnes. On suit le vol des cygnes. Toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une victime. Le vol des cygnes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des cygnes. Hey! Le vol des cygnes. De là-haut, à l'océan, s'élance vers une autre vie mystère. Tous les signes qui partent devant signent le ciel présent. Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des cygnes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des cygnes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des cygnes. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Mme Monique Quentin, directrice des communications pour la ligne Jeux, aide et références. Bonjour Mme Quentin, bienvenue à Folie douce. Bonjour, ça me fait plaisir. Ben oui, ça nous fait plaisir de vous recevoir. On va pouvoir tout apprendre et sinon, en tout cas, tout savoir sûrement sur cette ligne-là, Jeux, aide et références. Pouvez-vous d'abord nous situer qu'est-ce que c'est, comment on peut décrire cette ligne d'écoute? Certainement. Alors, c'est un service qui existe depuis plus de 22 ans. On a déjà aidé 200 000 personnes qui ont fait appel à nos services. Alors, notre mandat, c'est en 3 volets. Il y a le soutien aux joueurs excessifs et à leur entourage. On fait de l'information, de la référence aussi vers les ressources. Alors, c'est sûr qu'on a des intervenants qui
prennent chaque demande au sérieux et ils la traitent avec attention, sans jugement, en toute confidentialité. Oui. Donc, c'est un service qu'il fallait vraiment qu'il soit démarré parce qu'il y a des problématiques énormes au niveau du jeu, c'est ça? Oui, au niveau du jeu, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se faire prendre parce que c'est quand même assez insidieux. On pense qu'on va s'amuser, mais il y a certaines personnes, il n'y en a pas tant que ça finalement. On dit qu'il y en a beaucoup, mais ceux qui deviennent vraiment des joueurs compulsifs, il n'y en a pas tant que ça, mais le problème, c'est que ça peut aller rapidement vers le désespoir. Parce qu'en toxicomanie, par exemple, si on fait un contraste entre les deux, ils disent qu'une personne peut avoir des problèmes de toxicomanie, alcool, drogue, médicaments pendant 10 ans. Et puis après ça, il va y avoir des conséquences, ça va se retrouver, telle conséquence. Tandis qu'un joueur, ils disent que quelqu'un peut développer un problème grave en moins de temps. Et ça peut mener à des conséquences extrêmement graves, c'est certain. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par problème de jeu? Quand est-ce que ça devient un problème? Quand est-ce que ça en est pas un? Quand ça devient un problème, c'est quand le joueur veut toujours se refaire. Alors, la différence entre quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est qu'il va aller jouer, il va se dire, je prends $200, je joue, après c'est fini, il n'y a pas de problème. Tandis qu'un joueur va toujours vouloir se refaire parce que pour lui, pour elle ou pour lui, c'est comme s'il avait investi et puis il est certain qu'il va avoir un retour. Et la problématique qu'on explique au téléphone aux ceux qui nous appellent ou bien avec du télécounseling, ça c'est de l'aide thérapeutique à court terme qu'on fait aussi. Les gens peuvent avoir un genre de thérapie en nous téléphonant au même numéro, on offre ça. C'est que d'après les statistiques, plus une personne joue, elle va gagner ou elle va perdre 50% du temps. Mais plus on joue, plus l'espérance de gain est négative parce que plus un joueur excessif, il va aller jouer souvent. Alors, les statistiques vont toujours le rattraper puis il peut pas gagner à long terme. Parce qu'à chaque fois, la maison prend 8% de ce qu'il a investi. Alors, il y a toujours des pertes à long terme. Oui. Est-ce que le joueur compulsif, si on peut l'appeler comme ça, est-ce que c'est l'argent qui le motive ou c'est plus ce que ça rapporte comme feeling si on parle en anglais là? Oui, c'est ça. Écoutez, nous autres, on n'est pas des experts dans le sens qu'on va pas donner des formations pour comprendre qu'est-ce que c'est le jeu excessif, mais on a besoin de le comprendre pour travailler avec les gens qui nous appellent. Oui. Et puis c'est toujours de gagner de l'argent finalement. Oui. C'est gagner de l'argent. C'est sûr qu'il y a une partie de l'addiction, si on peut dire, qui est de l'adrénaline d'aller jouer. Parce que si quelqu'un devient un joueur excessif, il va penser presque tout le temps à ça. Ça va devenir excessif dans sa tête de vouloir y retourner. Et est-ce que les joueurs, vous dites, c'est ça, dans le fond, il y a des gens de tous âges, je pense aussi, qui peuvent... De tous âges. Dans nos statistiques, on a dans les dernières années constaté qu'il y a de plus en plus de personnes aînées aussi qui vont se reprendre avec le jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a autant de profils type que de types de personnes. C'est pas comme... non, exactement. Il n'y a pas de profil type. Parce que dans notre service de télécounseling, de thérapie brève par téléphone, c'est 6 ou 7 rencontres. Oui. On a des gens de tous âges. Puis ça peut être des gens qui ont un très bon salaire, ça peut être des gens qui ont beaucoup d'argent, ça peut être des gens qui ont moins d'argent, qui sont moins scolarisés, un peu plus de femmes qui vont un peu plus de femmes pour le télécounseling, puis sur la ligne un peu plus d'hommes qui nous appellent. Alors c'est vraiment ça peut vraiment être un problème pour n'importe qui. Oui. Revenons donc au télécounseling. C'est intéressant de savoir que des services qui sont un petit peu plus, qui vont un peu plus en détail, ou en tout cas en profondeur dans les problématiques. Donc, expliquez-nous donc un petit peu plus ce que c'est le télécounseling. Le télécounseling, c'est 7 rencontres téléphoniques d'1 heure, 1 heure et quart. Et à travers lesquels on va expliquer exactement à un joueur qu'est-ce que c'est le jeu compulsif, qu'est-ce que c'est, pourquoi il s'est fait prendre. On va les aider au niveau financier, au niveau de la motivation pour arrêter de jouer, au niveau de remplacer le jeu une fois qu'ils vont avoir pas mal arrêté par des choses qu'ils aimaient avant dans leur vie. Puis quand on va leur expliquer c'est quoi le jeu, on va leur expliquer la chance, qu'est-ce que c'est, le hasard. Et puis, tous les jeux de hasard pur
la seule façon prévisible de faire de l'argent à un jeu de hasard pur, c'est de se retirer dès qu'on a fait un gain. Alors, le jeu de hasard pur, c'est les VLT. Et puis, la plupart des gens qui ont des problèmes se font prendre avec les VLT dans nos statistiques. C'est ça, le gros pourcentage de ceux qui ont des problèmes. Ils nous parlent des machines vidéoloterie. Oui. Fait que dans le télécounseling, dans ce programme-là, on va leur expliquer l'expérience de gain négatif, comme je vous disais. Plus tu joues, plus t'es statistiquement condamné à perdre. Après ça, on va leur expliquer que l'indépendance des tours, souvent ils se disent, bon, la machine, elle va donner. Mais chaque tour est indépendant. Fait que la machine, il y a 18 millions de chips en arrière, ou je sais pas combien, qui tournent. Ça tourne même quand les gens jouent pas, ça joue même quand c'est fermé. Puis elle va donner quand elle est programmée pour donner. Alors, qu'on pèse sur le piton et qu'on pèse, tu sais, ça n'a aucun rapport avec quand la machine va donner. Alors, il y a des illusions, par exemple, que la machine est due pour donner. Il y a des illusions de contrôle, comme je vous disais, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Et puis, la machine aussi est programmée pour faire ce qu'on appelle des near win. Near win, ça veut dire que souvent, tu vas avoir presque tes 4 cartes pareilles ou presque tes 4 fruits pareils, puis t'en manques juste un. Puis souvent, ils vont faire ça pour garder le monde accroché. Ils vont dire « Hey, je l'ai presque eu. » Mais tu n'as aucun contrôle là-dessus. Fait qu'on va leur expliquer l'illusion de contrôle. On va leur expliquer toutes ces idées erronées-là, comme je vous dis. C'est que plus on joue, plus on a des chances de perdre tout le temps. Puis la machine, si elle n'a pas craché, comme ils disent depuis longtemps, elle n'est pas plus haute. C'est juste qu'elle est programmée électroniquement en fonction du taux d'espérance de gain négatif décidé par la maison qui offre le jeu. Oui. Est-ce que c'est sûr que souvent des gens aussi peuvent reprocher des fois au gouvernement d'encourager les jeux et tout ça parce que il semble y avoir plus de jeux, bon les casinos, tu sais quand on regarde les 20 dernières années contrairement à autrefois, il y avait peut-être moins de jeux. Les gens sont plus exposés donc s'ils ont une certaine faiblesse, bon ils sont peut-être donc le but pour vous c'est beaucoup de démystifier puis de un peu de mieux connaître comme vous venez de nous expliquer justement la réalité du jeu là. C'est ça toutes les réalités du jeu puis les illusions qu'on se crée. Et c'est sûr que les gens ne se méfient pas parce que c'est l'État qui fait l'offre de jeu. Mais comme je vous disais, c'est pas tout le monde non plus. C'est 1,2% de la population, je pense, qui va avoir des problèmes de jeu. Puis il y en a un petit pourcentage qui va devenir vraiment compulsif, problématique, qui ça peut les mener à de la souffrance extrême, à de la honte, même du désespoir, parce que on a des appels de personnes en crise, puis des appels de personnes suicidaires aussi au téléphone. Oui, absolument. Ben c'est ça, même si c'est un faible pourcentage, ça renverse quand même c'est un drame là, dans certaines familles. Là, problème de jeu. Puis souvent, le conjoint n'est pas au courant de rien, fait que ça touche une dépendance, on dit que ça touche toujours 10, 12, 15 personnes de l'entourage qui vont en souffrir, fait que ça peut être grave. Oui. Les gens, là, on parlait d'un service un peu plus spécialisé là, en termes de télécounseling, mais quand on parle juste de la ligne d'écoute, donc les gens vous appellent pourquoi? Ils sont au bout du rouleau, ils ne savent plus trop quoi faire. Est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui appellent souvent? Ça peut être aussi seulement des demandes du soutien. Mettons, ils sont pas prêts à arrêter, mais ils veulent en parler un peu. Ou bien ils ont rendez-vous pour une thérapie en externe dans un centre public qui est gratuit par le gouvernement, et puis ils veulent en parler en attendant parce qu'ils essaient de pas jouer. Ça peut être juste quelqu'un qui nous appelle pour de l'information, qui veut savoir qu'est-ce que c'est, mettons que quelqu'un qui vient d'apprendre que son conjoint joue, puis elle a aucune idée qu'est-ce que c'est ça, puis fait que on peut leur expliquer, ça peut être de l'information ou ça peut être des références, quelqu'un qui appelle qui me dit écoutez, je veux Gambleuse Anonyme, là, moi je veux aller dans des meetings, oui. J'ai besoin d'aide, et puis on leur explique quelle aide existe au Québec. Ça peut être des Gambleuses Anonymes, ça peut être de l'aide en externe, ça peut être du télécounseling, ça peut être d'autres sortes d'aides en interne. Alors, on leur explique quelles sont les ressources.
Et puis, on les aide à faire une réflexion éclairée sur leurs habitudes de jeu, de hasard et d'argent. Oui. Madame Quentin, les gens qui veulent s'en sortir de ça, quelles seraient peut-être les 2 ou 3 choses à faire? Est-ce qu'il y aurait des pistes là, tout de suite à faire de se dire, qu'est-ce qui est le plus important à faire pour commencer peut-être la réflexion? Qu'est-ce qui est difficile à faire pour un joueur? C'est le deuil de tout l'argent qu'il a investi. OK. Ça, c'est souvent ce qui les empêche d'aller chercher de l'aide. Parce qu'il y a un gros deuil à faire, parce qu'ils se disent, hey, moi, j'ai mis tant d'argent là-dedans, là, depuis 2, 3, 4 ans, là, 5 ans. Puis, qu'est-ce que je vais tout perdre ça? Puis souvent, et surtout si la personne est plus âgée, ben là, elle peut plus retourner travailler pendant 25 ans, là. Puis, il y en a qui perdent leur maison, là, qui ont réhypothéqué, puis le conjoint ne sait pas, ça va être un drame énorme. Fait que, ils voient tout ça, puis c'est trop gros, là. Fait que, il faut aller chercher de l'aide. Il faut le dire, parce que des fois, on a aussi une ligne drogue à des références. Puis, à drogue à référence, souvent, les gens appellent, les intervenants répondent, puis quelqu'un dit « j'ai besoin d'aide ». Tandis que sur la ligne du jeu, souvent, ils se disent « bon, ben, je peux savoir gambleuse anonyme ». Puis si on gratte pas, si on leur parle pas plus longtemps, on se rend compte qu'ils sont au bout du rouleau, puis ils sont presque suicidaires. Mais ils le disent pas parce qu'ils ont trop peur de faire le deuil, ils ont trop peur d'arrêter, qu'ils vont perdre cet argent-là. Fait que c'est très difficile. Il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Oui. C'est de commencer, c'est ça, c'est d'abord prendre conscience de ça et surtout de ne pas vouloir se refaire, là, parce qu'il faut faire le deuil, comme vous le dites si bien. Faire le deuil de ça. Et puis peut-être qu'un jour, ils vont pouvoir y retourner sans tout perdre, on ne le sait pas, mais peut-être qu'ils vont être obligés d'arrêter complètement, puis ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance. Oui, j'aimerais que... Le jeu, quelqu'un qui est pris là-dedans, il y a énormément de souffrance, il y a la honte de se faire prendre là-dedans. Puis, des fois, c'est difficile, il y a la culpabilité, c'est difficile de dire ça à quelqu'un. Oui. En terminant, Mme Quentin, j'aimerais qu'on donne comme justement les références pour les gens qui veulent en savoir plus, veulent communiquer avec vous. Donc, le numéro de téléphone pour Montréal environ pour joindre la ligne jeu aide et références, c'est le 514-527-0140. Et puis, à l'extérieur, c'est 1-800-461-0140. Voulez-vous nous donner le site web également? Il y a des... C'est le www.aidejeu.com. Puis j'aimerais dire qu'on est disponible 24 heures, 7 jours, Noël, jour de l'an, n'importe quand. On a toujours un intervenant à l'écoute. Ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Bonne continuité surtout, Mme Quentin. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Cadence. Tes fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller. Mais je ne comprends pas. Oh Samy, Samy, après nos erreurs confondues, j'ai décidé de ce qui ne m'appartenait plus.
Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Oh Samy, Samy, après nos élans défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé, je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Oh Samy, Samy, après nos élans défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Nous sommes maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Et Yvan. bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, le sujet aujourd'hui, la pyromanie. Oui, un autre trouble de personnalité. Genre, on les fait tous un par un. On va toutes les passer. Ouais, la pyromanie. Je vais vous lire d'abord la définition qu'on donne simplement sur Wikipédia. On nous dit « La pyromanie est une impulsion caractérisée par une fascination extrême pour le feu chez l'individu. Dans les cas les plus graves, cette monomanie se traduit par des pulsions qui poussent le patient à provoquer lui-même des incendies comme exutoire à un excès de tension qui provoque soulagement et gratification. » Oui, qui peut mettre la vie des gens en danger. Oui, sûrement. Le pyromane est distinct de l'incendiaire criminel et du psychotique, et il n'agit ni pour des raisons politiques et ni par vengeance. Donc, c'est simplement le plaisir du feu. OK, juste pour être sûr, l'incendiaire criminel, il fait ça pour l'argent. On ne le dit pas dans l'article, mais on peut supposer toutes sortes de choses. OK, c'est une nuance que je comprends pas parfaitement. C'est ça, le pyromane psychologique, c'est la recherche du plaisir. Mais tu vas voir au fur et à mesure des articles que j'ai trouvés. D'abord, il y a un article sur Internet qui s'appelle « Incendie, la pyromanie a-t-elle une vraie maladie? » Selon un article écrit par M. Florian Delafoy, qui est journaliste web en France. Alors, il nous dit la Gironde, qui est un département en France, n'est pas épargnée par les incendies ces dernières semaines. Là, on parle, c'est arrivé en 2015. Mais leurs origines ne sont pas toujours naturelles. 2 hommes soupçonnés d'avoir provoqué un feu de forêt à Gaillan, en Médoc, ça, c'était le 17 juillet 2015, puis un autre ailleurs en France le 25 juillet, ont été mis en examen et placés en détention provisoire mardi le 28 juillet de la même année. Selon la gendarmerie, les 2 suspects auraient reconnu être les auteurs de ces 2 incendies, mais également avoir déclenché d'autres feux ces derniers mois dans cette région. Peut-on parler de personnes pyromanes? Et la pyromanie est-elle une maladie à proprement parler? Pour répondre à ces questions, on a interrogé le psychiatre Pierre Lamotte, un expert dans cette matière. Alors, le docteur Lamotte nous dit « Les pyromanes sont majoritairement des hommes qui ont une fascination pour les flammes, mais la pyromanie n'est pas une maladie mentale, c'est plus proche de la perversion. La personne qui en est victime vit plutôt cachée et a tendance à ne pas revendiquer ses actes. Elle jouit en cachette du spectacle grandiose qu'offre l'incendie dont elle est à l'origine. » Plus difficile à attraper. Oui, souvent, ils vont rester sur place. C'est connu, ça, par les policiers. C'est vrai. Les images de feux de forêt diffusées par les médias l'été retiennent l'attention des pyromanes. Ils aiment observer le balai des flammes ou encore voir le ministre de l'Intérieur arriver sur les lieux. Toute cette agitation est simple à obtenir. Il suffit d'une boîte d'allumettes pour la déclencher. Le pyromane est souvent une personne frustrée et qui a des difficultés à communiquer avec les autres. La sexualité peut, par exemple, expliquer cette frustration. Ils sont complexés par un défaut. Et le fait de mettre le feu est un moyen de défense pour eux, ou une manière de montrer leur impuissance. Ils évaporent leur agressivité dans cet acte. Et les pyromanes veulent apprécier le spectacle du feu sans prendre en considération les risques
que cela comporte. Donc, ils sont comme détachés. Ils ne réalisent pas les conséquences que ça peut... Non. Mais dans la plupart des cas, ils sont tout à fait capables de prendre conscience de leurs actes. En consultation, des patients soutiennent qu'ils ne sont pas responsables car ils ne souhaitent pas que des biens soient détruits ou que des personnes soient victimes de l'incendie volontaire. Avec ce raisonnement immature, ils sont capables de nier l'évidence. Le pervers n'a pas peur d'être contradictoire pour ce qu'on peut appeler se déculpabiliser. Maintenant, est-il possible de soigner des pyromanes? La réussite des soins est très variable. Des personnes restent bloquées dans leur raisonnement et sont obnubilées par leurs actes. Certains patients m'expliquent qu'ils veulent bien être soignés si je leur explique pourquoi ils ont agi ainsi. C'est la pire situation pour un psychiatre. Certains usent même de stratégies pour éviter la discussion lors des consultations. Un professeur qui avait été condamné pour avoir mis le feu à sa salle de cours arrivait systématiquement en retard au rendez-vous et revenait à chaque fois sur les raisons de son retard. C'est une manière de détourner le travail de la psychothérapie. En tant que psychiatre, on doit également torpiller, c'est l'expression qu'il utilise, la fascination qu'ils éprouvent à déclencher un incendie et leur expliquer que leur geste est en réalité un aveu de faiblesse. Oui, et sans leur mettre les mains sur un rond de poêle. Ça, c'est chaud. Il n'y a pas de flamme, mais c'est chaud. Non, mais ça fait mal aussi. Là. Probablement. Mais pour soigner les pyromanes, il faut aussi réussir à les remettre en relation avec les autres individus. Dans ma carrière de psychiatre, nous dit le docteur Lamotte, je n'ai croisé que quelques pyromanes. Ce sont des profils très rares. Il faut distinguer les pyromanes des incendiaires. Celui qui déclenche un incendie criminel a souvent des motivations précises pour expliquer son acte, notamment la vengeance. Dans ce cas-là, les auteurs veulent que ça pète, que ce soit spectaculaire. Face aux enquêteurs, ils vont alors expliquer plus facilement leurs gestes et le revendiquer. Mais je reviendrai un peu plus tard, Yvan, dans l'émission avec les confessions d'un pyromane repenti. Oui, ça va être intéressant. Donc, à l'Espresso allongé, demeurez des nôtres à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Ève Cardinal qui nous propose son sujet « Survivre au suicide d'un proche ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur la pyromanie. Vous entendrez aussi en chanson « Rejoins-moi » de Alexandre Desilets et « Né sur l'or » de William Sévigny. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folieDouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604.
Le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse, Ève Cardinal. Bonjour, Ève. Bonjour, Yvan. Bienvenue à l'émission Folie douce. C'est la première fois que tu viens chez nous, mais tu as déjà eu l'occasion de venir dans une autre émission, en tout cas à Radio Centre-Ville. Alors, c'est pas la première fois que tu fais de la radio, mais ça fait quand même un bout de temps. Et c'est pour un autre sujet, en fait, que tu viens nous voir. On va parler de suicide. Et le suicide, il faut en parler. C'est quelque chose qui revient souvent dans l'actualité, qui revient de façon... je dirais, cyclique. On n'en parle pas tout le temps. Peut-être que les gens aussi en auraient assez d'en entendre parler tout le temps, mais il faut quand même en parler de façon régulière. Et le côté que tu vas amener, c'est en fait survivre au suicide d'un proche, parce que c'est pas évident. Donc, comment tu présenterais le sujet? Évidemment, on va échanger ensemble sur le... Ben exactement. Puis d'abord, je te remercie vraiment beaucoup de m'accueillir à ton émission parce que, oui, j'ai déjà fait de la radio ici, même à Radio Centre-Ville, mais je me disais, pourquoi ne pas aussi utiliser ma passion des communications et de la radio pour transmettre un message aussi d'espoir. D'espoir, en fait, aux gens qui ont vécu le suicide d'un proche, aux gens qui vivent des problèmes de santé mentale qui amènent malheureusement parfois à des pensées suicidaires et à tout l'entourage donc, de ces personnes-là. Et puis donc, c'est pour ça que j'ai pensé à aborder le sujet des survivants. Hein? Oui. Parce que selon les études qu'on peut lire, en fait, quand une personne décide malheureusement de mettre fin à ses jours, il risque d'avoir environ 9 personnes dans son entourage qui sont touchées directement. Alors souvent, chez ces personnes-là, on peut parler de choc post-traumatique, de crise d'angoisse, de cauchemars, d'insomnie, de troubles d'alimentation. Donc c'est une problématique aussi qui n'est pas à négliger, les personnes qui restent. Oui, sont souvent oubliées. On n'en parle pas tant que ça, des personnes alentours. On parle des gens que, tu sais, on n'est peut-être pas rendu là, mais c'est effectivement, ça touche énormément de gens. Puis les gens souffrent peut-être plus qu'on pense. Mais non seulement on n'en parle pas tant que ça, mais il y a des gens pour qui c'est tabou. C'est-à-dire que les gens qui vivent le deuil, déjà de vivre un deuil, c'est parfois difficile à aborder, un deuil que je peux dire entre guillemets là, normal, parce qu'il n'y a aucun deuil qui est normal, mais le deuil d'une personne qui a eu quelqu'un dans son entourage qui s'est suicidé est complexe en raison de la culpabilité que cette personne-là peut vivre, de l'angoisse, des tabous, du fait, là, entre guillemets, je sais pas quoi dire. Hein? Les gens savent pas quoi dire. Oui. Ils ont l'impression qu'ils marchent sur des œufs. Alors, s'ils disent, ben oui, mais c'était sa décision finalement de mourir, c'est pas de ta faute, ça peut être mal pris par la personne qui est endeuillée. Si la personne qui est endeuillée se fait dire, par exemple, peut-être qu'il a fait ça à cause de ça, donc il met une cause à effet, ça peut créer un sentiment d'angoisse chez une personne parce que le suicide de quelqu'un, Yvan, là, quelqu'un qu'on aime, c'est comme un tremblement de terre dans une vie. Hein? Donc, ça marque, ça fait des cicatrices. Et ça fait des cicatrices aussi, même, par exemple, des gens qui ont un parent qui est décédé peuvent prendre des décisions pour leur avenir qui sont impliqués par le décès de cette personne-là, par un traumatisme. Donc, ce qui est important en premier lieu, dans les études que j'ai lues, de ce qu'on m'a dit, c'est de savoir qu'il y a des groupes de conversation pour les familles. Donc, de commencer par essayer d'en parler avec des personnes qui l'ont vécu. Ça peut être plus facile pour certains au début, mais d'en parler ouvertement. Alors, de faire en sorte que le suicide ne devient plus un tabou, mais un mal de vivre. Parce qu'on entend souvent le suicide n'est pas une option, mais il faut comprendre que le suicide n'est pas un choix pour la personne qui prend cette décision-là. C'est-à-dire que normalement, cette personne-là a la perception, et je dis bien la perception, qu'il n'y a aucun autre avenue pour elle. C'est ça, il n'y a pas d'issue. C'est souvent ça que la personne voit la seule issue, c'est ça, le suicide, malheureusement. Et c'est pas une option, comme tu le dis, mais la personne elle-même ne voit pas clair, ne voit pas que c'est... Elle ne voit pas autre chose, pas d'autre façon de s'en sortir, en fait. Non, en fait, c'est comme une espèce de décision d'auto-euthanasie pour un mal de vivre. Hein. Ça peut être un mal de vivre qui est dû à une maladie mentale, ça peut être une hypersensibilité, ça peut être une agression sexuelle. Je veux dire, il peut y avoir diverses causes, mais il faut comprendre tout d'abord qu'il ne faut pas culpabiliser et que cette personne-là a pris la décision, pas parce qu'elle n'aime pas son entourage, qu'elle n'aime pas sa famille, mais bien parce que pour elle, il n'y avait plus d'autre issue. Parce que l'humain,
on a un instinct de survie incroyable. Hein? On voit des films, on voit des films de survie. Je veux dire, l'être humain, normalement, veut survivre. Alors, pour qu'un être humain décide de ne plus survivre, c'est qu'il pense, et je dis bien qu'il perçoit qu'il n'y a plus d'autre choix à ça. On parlait tantôt des gens touchés. Tu disais aux alentours de peut-être 9 personnes qui peuvent être touchées par quelqu'un qui se suicide. Les personnes aussi ont souvent honte, je pense. C'est un tabou, le suicide. Ils ont honte de dire, quand tu dis que quelqu'un est mort d'un accident, il va y avoir comme la sympathie des gens. Mais les gens vont dire, sinon, on dit, un de mes proches s'est suicidé. On a l'impression que les gens vont nous regarder d'une façon, vous auriez peut-être dû faire quelque chose. Donc, les gens sont peut-être coupables. Hein, c'est peut-être ça aussi l'idée. Tout à fait, parce que souvent, les personnes endeuillées ont l'impression qu'ils n'ont pas vu l'affaire venir, entre guillemets. Beaucoup disent ça, oui. Et il y a aussi, justement, dans les lectures, il y a des éléments qui mentionnent que les gens qui sont endeuillés d'un suicide sont moins supportés de leur entourage, justement en raison du tabou. Les gens ne pensent pas nécessairement que la personne aurait pu faire quelque chose, mais ne savent pas, parce qu'il y a toujours le pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Puis souvent, ça arrive, en fait, les gens qui ont pris la décision de se suicider, souvent sont sereins avant le suicide parce qu'ils ont pris la décision. Ce qui fait en sorte que l'entourage ne peut pas nécessairement s'attendre parce que c'est très violent. Hein? C'est très violent comme réaction. C'est une réaction de violence envers soi-même. Le suicide et de rejet aussi des autres. Pas volontairement, mais c'est ce que ça suscite comme émotion. Une impression d'abandon, une impression de rejet. Alors, tous ces sentiments-là, c'est difficile d'en vouloir à la personne qui s'est suicidée, mais en même temps, on lui en veut. Indirectement, on lui en veut parce qu'elle a pris cette décision-là de partir alors qu'elle n'était pas obligée dans la tête des gens de partir. Ça vient justement ajouter peut-être un côté un peu plus difficile parce qu'on dit souvent, soyez attentif aux signes, soyez attentif mais si la personne qui va se suicider, elle ne laisse pas transparaître, c'est difficile d'être attentif. C'est sûr que c'est pas évident, mais justement pour aider ces gens-là, parce que souvent les gens qui font des tentatives de suicide n'en sont pas à leur première. Hein. Souvent, ça arrive que c'est récurrent, notamment dans des cas de troubles de la personnalité limite. Hein. Ce sont des gens qui sont portés à l'autodestruction, donc qui peuvent souvent faire des tentatives de suicide. Mais il y a des gens, comme tu dis, Yvan, là, que ça ne paraît pas nécessairement, mais il y a quand même des signes précurseurs. Alors, si vous voulez, si tu veux, je peux t'en donner quelques-uns. C'est toujours bon ça peut aider, Bien, par exemple, lorsqu'on lui pose directement la question, ça, c'est pas très subtil, mais quand même, et qui dit, il ou elle dit savoir déjà comment et où il ou elle va passer à l'acte. Il ou elle a déjà fait, au cours de la dernière année, une tentative. On montre des signes de grand désespoir. Les signes plus subtils, c'est consommation excessive d'alcool, de drogue, en fait, de situations d'automutilation. Ça peut être un signe qui veut pas nécessairement dire un suicide, mais qui peut être un signe précurseur à ce niveau-là. L'impulsivité, se négliger. Donc, moins manger ou trop manger, plus aller à ses rendez-vous, plus être capable de vaquer à ses activités habituelles. Ça peut être un signe de dépression non plus. Il ne faut pas tomber dans les conclusions hâtives, mais c'est à ce moment-là que l'on dit qu'il faut garder, disons, l'œil ouvert et surtout l'isolement. Et parce quelqu'un l'isolement, Non, l'isolement, effectivement, quelqu'un qui se referme, et quelqu'un nous disait aussi, quelqu'un qui commence à donner ses choses, qui commence à donner des choses aux gens, là, il y a comme un signe assez évident que la personne va s'en aller bientôt, donc il faut quand même porter attention. Là. C'est une métaphore, mais c'est comme faire un testament dans son inconscient ou dans son conscient, en tout cas dans son psychologique, là, si on veut. Quels sont les services ou qu'est-ce qu'on peut faire si dans notre entourage on sent qu'il y a quelqu'un qui veut passer au suicide? Donc, comment qu'on peut procéder? Comment on peut faire? Bien, c'est très important de savoir justement qu'il y a plusieurs portes où on peut frapper, dont le Centre de prévention du suicide. Si tu veux, je peux donner le numéro de téléphone qui est le 277-3553. Donc, on peut appeler gratuitement à ce service-là. Il y a également Suicide Action Montréal, donc pour information 514-723-4000. On a la maison Mombourquette. Ça, c'est un service d'écoute pour les personnes qui sont endeuillées.
qui peut toujours aider pour des groupes de rencontres, un soutien individuel. Alors, c'est un service d'écoute, encore une fois, gratuit, où on peut également se rendre sur place. Donc, le 1-888-533-3845. On a également, pour les plus jeunes, deuil jeunesse. Hein, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'adolescents ou d'enfants qui peuvent vivre la perte. La perte d'un être cher, mais Exactement. un parent, ou c'est ça, un grand-parent. Ouais. Tout à fait. Alors, on compose le 88-670-9772. Là, par contre, j'imagine qu'il doit avoir un numéro 1-800, mais malheureusement, je ne l'ai pas en ma possession. Mais en téléphonant rapidement à ce numéro-là, j'imagine qu'on peut avoir une aide là, au niveau de la référence. Oui. Et on a, en terminant, l'organisme Parents Étoiles, donc un organisme sans but lucratif qui offre un lieu de rencontre aux enfants qui ont perdu un de leurs parents spécifiquement. Donc, le 514-947-0606. Et il faut se rappeler qu'au Québec, malheureusement, on est en tête de liste au pays et un petit peu partout dans le monde pour le niveau de le nombre de personnes qui se sont suicidées. Apparemment, ça a baissé un petit peu comparativement à d'autres années précédentes, sauf qu'il y a comme un plafonnement. Là. On n'arrive pas à descendre finalement le taux de suicide. Un suicide, c'est un suicide de trop, puis il y en a déjà beaucoup trop à chaque jour, en fait. Effectivement, oui, ça a diminué, mais quand même, ça continue. Comme tu dis, Yvan, il y a eu un plafonnement, donc il faut qu'on continue à travailler pour que ça s'améliore. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as une idée ou deux à rajouter? Il y a peut-être une minute là, au niveau de notre entretien, mais c'est très intéressant. Les pistes sont déjà là avec les coordonnées, tout ça. C'est vraiment bien. Est-ce que tu as quelque chose en terminant? Peut-être deux petites suggestions lecture. Oui. Hein? On veut pas nécessairement aller parler à quelqu'un directement. Des fois, on vit chacun son deuil différemment. Il vaut mieux démystifier la question là, en lisant s'intérioriser, ou même peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse pour aider un proche qui a vécu la mort de quelqu'un par suicide. Donc, on a Après le suicide d'un proche par Christophe Fauré des éditions Albin Michel et Le choix de vivre. Donc, comment les épreuves d'une vie nous guident vers l'essentiel par Marie-Lise Labonté aux éditions de l'Homme et Le deuil après suicide par Michel Eynos Malouane. Voilà. Donc, ça peut être quelques petites idées de lecture qui sont peut-être pas très joyeuses, mais qui peuvent aider à le devenir plus. Il faut définitivement s'y intéresser dans le sens, il faut être alerte. Là, c'est pas un sujet joyeux, mais ça fait partie des problématiques que les gens peuvent vivre. Alors, c'est bien. Tout à fait. Une problématique qui peut être évitable. Oui. Merci beaucoup de ta présence, Elle. Ça m'a fait plaisir. On pourra sûrement poursuivre sur un autre volet ou d'autres sujets qui sont reliés à ces problématiques-là. Bien, tout à fait. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Tant les journées se répètent, qu'elles m'empêchent de dormir, je crois bien devenir fou. Le sang qui monte à la tête et ce bruit qui me rend sourd. Mais au fond je ne vois pas pourquoi ce matin serait gris. Rejoins-moi à la fin du monde, toi et moi, pour que tout s'effondre. J'ai ce rêve où tout s'arrête, où je ne dois plus courir, prendre la vie à mon cou. Autour les murs s'écroulent et la poussière couvre tout. Mais je sais qu'en étant près de toi, je serai à l'abri. Rejoins-moi à la fin du monde, toi et moi, pour que tout s'effondre. Changera et que la ville tremblera, je resterai à tes côtés, tête appuyée sur l'oreiller. Quand le ciel changera
mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Tel que promis, nous poursuivons donc à l'Espresso allongé avec le sujet entamé plus tôt, la pyromanie, Pierre. Oui. J'ai une question, oui. Pierre. Ça n'aide pas les pyromanes de les installer devant une TV, puis faire, tu sais, comme les postes de télé. 4 saisons, là. Oui, avec le feu de foyer. qui est pendant toute la nuit, il faut les calmer. Peut-être que ça pouvait les inspirer dans le temps, mais c'est plus à l'écran. C'est même en vente pour... Alors, dans cette partie, je vais vous parler, comme je l'avais annoncé, des confessions d'un pyromane repenti, un article écrit par Mme Sophie Rostin, qui est journaliste. Il s'appelle Philippe. Il nous dit « Je ne suis plus pyromane. Aujourd'hui, ce sont les cœurs que j'embrase. » La voix au téléphone est rieuse. Trop. Quelques minutes plus tard, Philippe, 39 ans, accepte un entretien. Un rendez-vous est pris dans la multinationale où il exerce le très pacifique métier d'informaticien. Large sourire, démarche sportive, on est loin de l'image que l'on se fait du dangereux maniaque. Impression qui se confirme dès qu'il se lance sur un sujet de toute évidence longuement analysé. Retour sur son enfance campagnarde. Dernier de 3 enfants, Philippe a 5 ans en 1971. Il nous dit « Je n'étais pas triste, j'étais solitaire et déjà fasciné par le feu. Je m'entraînais en enflammant des bouts de papier pour me faire peur. J'allais jusqu'à brûler des fourmis et mes soldats en plastique. » Frisson assuré. Nul ne s'alarme dans la famille. Philippe continue. Et puis une nuit, la transgression est plus grande encore. C'est le passage à l'acte prémédité. Il nous dit nos voisins travaillaient sur les marchés. Dans leur jardin, ils avaient entassé des pièces de bois qui formaient comme un mur. J'avais volé des boîtes d'allumettes et j'avais calculé qu'en les allumant d'un coup, ça ferait une gigantesque explosion. J'ai mis mes chaussures et je suis allé mettre le feu. Et ça a bien brûlé. Frisson encore et frayeur. Quand j'ai vu les flammes monter, j'étais terrorisé. Sirène, intervention des pompiers. En interrogatoire du père, il a tout de suite su que j'étais le coupable. Il m'a donné une fessée gigantesque. Mais ce qui m'a réellement traumatisé, c'est l'intervention des pompiers. Ils étaient les soldats de mon feu. Étrangement, personne ne reviendra sur l'incident. Ma mère n'a rien su et nous n'en avons jamais reparlé, ce qui chez nous était dans la logique des choses. L'incendie s'en va alourdir le coffre à secret de la famille. Pas plus lourd qu'un autre. Nos parents considéraient qu'une fois la bêtise punie, l'affaire était close et on n'en reparlait plus. Les mois passent. En 1974, se souvient Philippe, sort La Tour infernale, le premier film catastrophe américain. Il nous dit « J'ai revécu profondément et violemment mon passage à l'acte. » Je me rappelle encore de ce film, il y avait Paul Newman et Steve McQueen. Un grand, c'est vrai, un film catastrophe, effectivement. O.J. Simpson, même, je me rappelle. Ah oui, ça réveillait chez lui, en tout cas, ce garçon-là, certains problèmes. Ouais. Impression forte, mais pas suffisante pour lui faire passer le goût des flammes, qu'il apprend à domestiquer. Philippe nous dit « Je mettais le feu, mais avec un seau d'eau à côté de moi. J'étais pompier et pyromane en même temps. L'idéal, nous dit-il. » À 9 ans, le spectacle d'un incendie de forêt dans les Cévennes, en France, le bouleverse. Il nous dit « Nous avons croisé les pompiers et sur leur visage, j'ai vu la peur. J'ai compris que ce que le feu engendre est terrible. Ça a été une étape. Il y a eu un avant et un après. » Et 30 ans plus tard, Philippe analyse cette passion qu'il est parvenu à domestiquer. Il nous dit « La pyromanie cache une frustration. Elle déclenche une émotion que l'on ne parvient pas à obtenir ailleurs. Le feu comme une chaleur que l'on attend d'une mère, d'un père qui ne vient pas. » Excuse-moi, Pierre, ce qu'il faut dire, c'est quelqu'un qui n'a pas été en prison pour avoir mis le feu. Il l'a fait petit, mais il n'y a pas... Dans son cas, oui, il s'en est sorti, oui. Philippe se souvient de la douleur à chaque mise à feu. Il nous dit « Je les vivais comme un appel. Prenez-moi la main. » La pyromanie, c'est se faire remarquer par le plus grand nombre. Pour la comprendre, il n'y a qu'à regarder la fascination exercée par la pyrotechnie, c'est-à-dire l'art des
pétards à mèche. Oui, des feux d'artifice. Des feux d'artifice, Ouais. oui. Il nous dit c'est le signe d'une difficulté à s'extraire de l'enfance, de sa toute-puissance. En même temps, mettre le feu, comprendre son acte relève de l'initiation. Il y a l'excitation, la transgression. Paradoxalement, par cet acte irresponsable, on comprend l'idée même de responsabilité. Vers 10 ans, j'ai compris la dualité de l'individu. Nous sommes réellement l'ange et la bête. Notre attitude face au feu, craint, vénéré, le démontre depuis toujours. Maintenant, la prise de conscience et la guérison. On doute bien sûr que tous les pyromanes aient cette lucidité sur les portées réelles et symboliques de leurs actes. Philippe s'est soigné tout seul, enfin presque seul, sur le tatami d'un dojo à 14 ans en pratiquant en groupe l'aïkido, cet art martial où l'on apprend à contrôler, à canaliser son agressivité, à utiliser celle de l'autre aussi. Affrontement, mais surtout échange de force et regard de l'autre sur soi. Alors, je vais m'arrêter ici, faute de temps. Mais c'est un sujet intéressant, la pyromanie. Donc, que l'on peut vaincre, apparemment, oui, dans absolument. certains cas. Mais merci beaucoup pour ce sujet-là, Pierre. On poursuit en chanson à Folie douce. Né sur l'asphalte, né dans les champs, né pour quelque chose, né pour être grand, né dans la plaine, né sur l'océan, né pour quelque chose de grand. Dans l'espace où je suis maintenant, est-ce l'inconnu qui me brûle? Mes questions me donnent l'impression de perdre le temps. Passer à l'action, passer mon tour, passer pour un con, un sourd. J'aimerais mieux trouver l'équilibre. Quelques pépites d'espoir pour enterrer l'ennui. Tous nés pour le bonheur, on cherche un peu comment on gagne son pain à l'heure, faut pas compter son temps. Passer par-dessus, défaire le nœud, lâcher le poids pesant du quotidien qui exaspère. Penser autrement, que les mains se tiennent, que les sourires pleuvent autant que les mois d'automne colorent la terre. Paisiblement n'importe où, n'importe où. Voyant que les autres ont trouvé, j'aurais trouvé aussi quelques pépites d'espoir et déterrer l'envie d'être né pour le bonheur, d'enfin trouver comment gagner son pain à l'heure, de regarder devant, passer par-dessus, de faire le nœud, lâcher le poids pesant du quotidien qui exaspère. Penser autrement, que les mains se tiennent, que les sourires pleuvent autant que les mois d'automne colorent la terre. Paisiblement n'importe où. Né sur l'asphalte, né dans les champs, né pour quelque chose, né pour être grand, né dans la plaine, né sur l'océan, né pour quelque chose de grand. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca.
En terminant cette émission de Folie douce, Ghislain Malo, Oui. ici présent à ma compagnie, on va faire la nomenclature des chansons, Oui, comme on bien fait sûr. chaque semaine. On a écouté en début d'émission Le vol des cygnes. De Laurent Lamarca, Oui, on a pu entendre également Samy Samy. de Fanny Bloom. Dans la deuxième demi de l'émission, Rejoins-moi. Oui, d'Alexandre Desilets. Et à l'instant, Né sur l'or. De William Sévigny. Ben voilà, merci beaucoup pour Oui. votre choix musical. Merci pour ta participation également Merci à l'émission et beaucoup de recherches également Oui, que tu merci. fais semaine après semaine. Je remercie Pierre Laporte. Merci à la mise en onde, Pierre. Bienvenue. Et également pour tes sujets sur la pyromanie. On en a appris plus sur le sujet. Un sujet intéressant. Un sujet brûlant. Brûlant. Pas d'actualité, mais brûlant d'une certaine façon. Je remercie notre invité en début d'émission, Monique Quentin. De la ligne Jeux, aide et références. D'ailleurs, les gens qui veulent joindre cette ligne-là, c'est au 514-527-0140 ou au 1-800-461-0140. Le site web aidejeux.com. Donc, pour avoir plus d'informations, si vous avez des problématiques de jeu, c'est toujours un bon endroit à aller pour obtenir de l'aide, justement. Je remercie notre collaboratrice Eve Cardinal, qui est en début de deuxième demi, qui nous a parlé de survivre au suicide d'un proche. Alors, une chronique de Eve Cardinal cette semaine à l'émission. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop da do pop 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 do pop do pop 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 da da pop 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 pop